Et allons immédiatement à ce point de presse de prévu à 13 h. Vous le reconnaissez, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est accompagné du directeur de la Santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda. Ceux qui sont en fait responsables de ces lieux de rassemblement. Vous avez la responsabilité de faire respecter les consignes de la santé publique. J'ai demandé au cours du week-end à ma sous-ministre de me faire des recommandations avant jeudi de cette semaine pour voir ce qui doit être fait ou modifié, et ce, en collaboration avec les organismes suivants. Je vais vous en nommer quelques-uns. La Régie des alcools et des courses et des jeux, pour voir ce que nous pouvons faire avec les permis de bar en cas de non-respect des consignes. Avec la CNESST, pour voir ce que nous pouvons faire du côté des amendes aux propriétaires. Avec la sécurité publique, de voir ce que nous pouvons faire pour que si des amendes peuvent être données aux clients qui ne respectent pas les règles. Et dernièrement, avec la santé publique, s'il est nécessaire, de reconfiner les bars. De façon pratique, nous réfléchissons en ce moment à plusieurs limitations. Par exemple, le nombre de personnes par établissement qui est fixé en ce moment par permis, les heures d'ouverture qui pourraient être resserrées, l'obligation d'avoir une place assise et de rester assis. Les associations de bars seront interpellées, elles ont un rôle à jouer. Alors, de façon générale, nous sommes en lien avec la sécurité publique pour avoir une présence policière plus forte à compter de jeudi, et ce, dans les grandes régions du Québec. Je veux donc rassurer la population que nous allons suivre la situation de très près et faire des ajustements importants pour que les situations ou les événements que nous avons vus dans les derniers jours ne se reproduisent plus. Je veux être très clair, très, très clair. Les fautifs devront être sanctionnés et nous n'hésiterons pas à fermer les établissements au besoin. On ne laissera pas passer une autre fin de semaine avec des incidents de la sorte, car l'effet du non-respect de ces règles se fait sentir, comme vous le savez, toujours dans les 7 à 10 jours suivants. On ne le voit pas encore dans nos résultats. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Mais on a juste à regarder ce qui se passe en ce moment dans certains États américains. Il n'est pas question qu'une minorité de délinquants mette à risque la santé des Québécois ou la relance du Québec. Maintenant, sur les résultats du jour, le bilan du jour. Nous avons 74 nouveaux cas confirmés. Malheureusement, encore 3 décès, bien que ce chiffre soit en baisse. Puis j'en profite, c'est ma première fois, c'est toujours quelque chose d'annoncer des décès, d'offrir mes sympathies à tous ceux qui sont affectés, les familles. Malheureusement, encore une fois, nos hospitalisations, pour la première fois depuis plusieurs jours, sont en hausse de 6. C'est peu, mais c'est un renversement de tendance. Souvenez-vous que nous avons eu une baisse des hospitalisations depuis plusieurs semaines. Et le nombre de personnes aux soins intensifs est en réduction de 1. Alors, pour gérer une opération aussi importante que celle de la crise de la COVID-19, on doit avoir des données détaillées et représentatives. Donc, à partir de maintenant, chaque jour, on va produire un tableau des données évolutives sur les 7 derniers jours. Ce tableau va mettre en lumière toutes les données des derniers jours, quotidiens, ainsi que la variation par rapport à la veille, dans le cas des hospitalisations et des personnes aux soins intensifs. On doit observer la tendance qui se dégage sur plusieurs jours avec des données qui sont ajustées. C'est beaucoup plus représentatif de cette façon. Ce tableau, 7 jours, peut permettre notamment de voir des tendances dans le bilan quotidien du gouvernement. Je vous donne à titre d'exemple, ce qui s'est passé au niveau des nouveaux cas chaque jour était sur une bonne tendance, mais on a vu quand même une augmentation cette semaine à 109. On va regarder ça de très près. Bon, vous avez aussi remarqué qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de prélèvements réalisés sera dans notre bilan quotidien. Cette donnée, contrairement aux autres, par exemple, qui sont disponibles dans les 24 heures, elle est compilée 2 jours auparavant, c'est-à-dire dans les 48 dernières heures, avec un délai de 48 heures.
Pour le 4 juillet, on note qu'il y a eu 6 105 prélèvements. C'est un jour de week-end, mais ça doit augmenter pour un total de 908 000. Alors maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de nos actions qui concernent justement le dépistage. J'ai demandé à ce que la santé publique, particulièrement avec l'équipe du Dr Arruda et tout son groupe, de travailler de concert avec les PDG des CIS et des CIUS pour arriver ensemble à des solutions concrètes pour augmenter le dépistage. Ça doit se faire, ces deux groupes-là, ensemble. Je veux m'assurer qu'on ait les experts de la science, mais aussi les experts de la logistique. Pour moi, et pour tous et tout notre gouvernement, c'est le nerf de la guerre pour préparer à une potentielle deuxième vague et être en avant de la parade et non réactif. Tous ensemble, on travaille à ce que la stratégie de dépistage soit efficace et opérationnelle. C'est ce qui nous permettra de protéger les personnes les plus vulnérables et de sauver des vies. Enfin, dans les dernières semaines, le Québec a graduellement procédé au déconfinement de divers secteurs. On ne doit surtout pas relâcher nos efforts pour autant. On doit continuer de respecter les règles. Le docteur Arruda l'a dit à maintes reprises, il faut se laver les mains, respecter la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque lorsqu'on est dans des situations où on ne peut pas le respecter le 2 mètres, dont le transport en commun. Alors, en terminant, je dis à tous les Québécois de garder courage. L'été est bien amorcé et de profiter de ce beau temps pour se détendre, mais surtout en demeurant prudent le plus possible. Now, a few words in English. Quelques mots en anglais. Avant de vous présenter les résultats d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux propriétaires de bars, aux opérateurs de plage, aux gérants de courses, à tous ceux qui sont en charge de ces services ou de ces endroits où les gens se rassemblent. Votre responsabilité est de vous assurer que les directives de la santé publique sont respectées. Nous sommes en train d'analyser plusieurs alternatives et nous allons cette semaine annoncer des directives pour vous informer comment ces directives seront respectées et quel suivi, quel encadrement nous allons faire. Nous pourrions aller jusqu'à fermer vos établissements si les directives ne sont pas respectées et j'espère que nos intentions sont claires et vous les comprenez. Évidemment, ce n'est pas une étape que nous espérons concrétiser, mais lorsqu'on ne regarde pas plus loin qu'au sud de la frontière, on voit ce qui se passe dans les États américains. Il n'est pas question de permettre à une minorité de gens irresponsables de pénaliser la relance du Québec. À compter d'aujourd'hui et chaque jour, nous allons rendre public des bilans évolutifs pour vous donner les données des 7 derniers jours afin de pouvoir cerner les tendances. Ces informations vont regrouper ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours, de même que des variations pour nous assurer que les gens et les journalistes puissent distinguer la tendance qui se dessine sur le terrain. Maintenant, concernant les tests de dépistage, et c'est le dernier point, j'ai demandé à la santé publique, aux CIS et aux CIUS, je ne sais pas encore comment prononcer ces acronymes en anglais, je leur ai demandé de travailler ensemble sur cet enjeu et d'en arriver à un plan concret au cours des prochaines semaines pour augmenter le nombre de tests de dépistage. Nous demandons aux scientifiques et aux experts de santé publique de faire partie de cette réflexion. Tous ensemble, en y travaillant, on peut s'assurer que notre stratégie de tests de dépistage est efficace et opérationnelle. Et enfin, le Québec a graduellement entamé son processus de déconfinement dans plusieurs secteurs, mais nos efforts ne doivent pas arrêter. Les directives doivent être respectées. On doit continuer de se laver les mains, de respecter une distance de 2 mètres et de porter des masques lorsque les directives ne peuvent pas être respectées, incluant tous les transports qui se font dans les transports collectifs. Merci. Il y a 2 micros prévus à cet effet. On va se limiter à une question par journaliste, s'il vous plaît. Michel Jean, de TVA Nouvelles. Bonjour, M. Arruda. Bonjour, M. le ministre. La question sur le masque, j'imagine que vous y pensez, mais
pourquoi pas imposer le port du masque obligatoire dans les lieux publics, comme le fait l'Ontario, comme le font certains États américains? Puis en même temps, est-ce que le Québec, actuellement, on rit beaucoup des Américains là, de ce qui se passe là-bas, mais est-ce que, comme Donald Trump, le Québec envoie pas un message un peu mixte? C'est-à-dire, vous dites que c'est important le masque, il faut le porter, mais c'est pas obligatoire. Si on a la ceinture de sécurité sur notre véhicule, c'est important, puis si on ne le porte pas, on a une contravention. Alors, vous dites aux gens c'est important, mais il n'y a pas de conséquences et on l'a vu. Et là, vous choisissez de vous attaquer aux bars, aux propriétaires, etc. Mais les citoyens, vous appelez à la responsabilité depuis le début. Je ne pense pas qu'il y ait temps d'adopter des mesures plus strictes là-dessus ou d'être plus, je sais pas, plus clair. Je vais laisser le docteur Arruda parce que, comme vous savez, on a toujours suivi les recommandations de la santé publique. Mais le fait, je veux revenir parce qu'on en a discuté plusieurs fois, on se fie à la bonne gestion des gens, à l'intelligence des gens. Nous avons dit que si les tendances dans les données nous montraient qu'on a un danger, nous allons changer ou modifier notre politique. Jusqu'à maintenant, nous pensons que ça a été la bonne chose. Je vous dis qu'on va suivre de très proche, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que des événements, comme nous avons vu dans les bars en fin de semaine, ne sont pas acceptables. Juste une précision, c'est parce que la semaine passée, on était ici, puis il y avait le premier ministre Legault, vous étiez là aussi, Monsieur le ministre, puis là, on annonçait le port du masque obligatoire dans les transports publics dans 2 semaines, avec une période d'adaptation. Donc, on l'annonçait dans 1 mois. Là, on a vu tous les images de ce qui s'est passé, puis moi, j'ai entendu parler de beaucoup de gens qui sont fâchés d'avoir fait des efforts, puis voir ce qui se passe là-bas. Puis ce que vous nous annoncez, c'est que vous avez demandé à vos fonctionnaires, dans 4 jours, dans 3 jours, d'arriver avec des propositions. Fait que ça va arriver dans un autre 2 semaines, 3 semaines. On va être rendu à c'est mon point. Je veux juste faire une précision. Ce qui est difficile en ce moment dans les bars, juste pour rester sur ce point-là de votre question, c'est qu'il est difficile pour les membres, par exemple, des forces policières ou de la sécurité publique, de mettre en pratique. Parce que ce qui a été dit dans les bars, c'est que les gens devaient respecter la distanciation. Mais imaginez-vous quand vous êtes un policier puis vous rentrez dans un bar, donc comment vérifier que ça c'est fait, c'est excessivement difficile. Alors, ce qu'on a demandé à nos fonctionnaires, pas dans un mois, là, dans les prochains jours, on en parlait ce week-end, on en a discuté ce matin, c'est de dire, dites-moi, est-ce que c'est une question de nombre de places? Est-ce que c'est une question de permis? Alors, je peux vous dire que d'ici jeudi ou plus tard, les policiers qui vont faire la surveillance durant les prochains jours vont avoir des mesures très claires et les gens qui ne respecteront pas, que ce soit les propriétaires, que ce soit les clients, il y aura des mesures très claires, pas dans des semaines, mais dans quelques jours. On va y aller avec Guillaume Bourgault-Côté du Devoir. Oui, bonjour M. Dubé. Qui appliquerait ces nouvelles directives ou ces directives plus claires? La police, les fonctionnaires, qui en réalité sur le terrain? En fait, si vous me permettez, là, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder parce que lorsqu'on a eu des discussions avec les gens de la sécurité publique, comme je viens d'expliquer à M. Jean, c'est difficile pour eux de les appliquer parce que les règles sont un petit peu floues sur cet aspect-là. Je réexplique. Vous rentrez dans un bar, les gens doivent être assis, ils ne sont pas assis, ils sont debout ou ils sont en file d'attente. Alors, on a demandé à clarifier ça et lorsque les règles sont très claires, on verra qui peut les appliquer. Où tracez-vous la limite entre la responsabilité, par exemple, des propriétaires de bars? Vous dites que les propriétaires pourraient avoir des amendes, les clients pourraient avoir des amendes. On a entendu en fin de semaine des propriétaires de bars dire on ne veut pas payer pour ceux qui sont délinquants. J'aimerais savoir où serait la limite entre un certain nombre, en fait, entre des amendes individuelles et le reconfinement général que vous évoquiez? Bien, c'est certain, j'apprécie votre question. On veut pas punir des gens qui ont respecté les règles. Vous l'avez vu, je fais juste l'exemple des restaurants. Les restaurants, pour 99% des restaurants, ont très, très bien respecté les règles. Puis je vous donne un exemple. On avait demandé d'avoir 2 mètres de distanciation. Les gens ont fait des efforts pour placer les tables d'une certaine façon, pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans les restaurants. Alors là, on est en train de discuter avec la sécurité publique, bien, quel genre de comparaison qu'on pourrait faire avec les bars, parce que c'est un autre enjeu, mais c'est sûr qu'on va regarder ça, parce qu'il ne faut pas pénaliser ceux qui respectent les règles. Et il y en a beaucoup qui ont respecté les règles, et même dans certains bars, je ne suis pas allé, là, mais il y en a qui les respectent, les règles. Alors, il faut trouver cet équilibre-là, mais je vous assure qu'on prend ça très au sérieux. Moi, ce que j'ai vu au cours des derniers jours, non, c'est pas acceptable.
Prochaine question. Oui, monsieur, une question pour monsieur Arruda. J'aimerais vous entendre en fait sur la faute des jeunes dans la situation qu'on a vue dans les bars. Vous avez dit vendredi que la plupart respectaient les mesures. Il y a certains de vos collègues qui disent, écoutez, de façon générale, les jeunes ont bien compris le message. Est-ce qu'on peut aussi voir le fait qu'ils ont compris le message de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils sont moins à risque? Écoutez, il y a toujours des interprétations, là, puis moi, je vais vous dire bien honnêtement, à regarder ce que je vois autour, je vois autant de personnes adultes que de jeunes ne pas respecter les consignes. Et là, j'aimerais ça aussi parler un peu du fait que c'est une responsabilité qui est partagée. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Un tenancier de bar, par exemple, qui a mis en place les différentes choses en place. Le personnel essaye. Il n'y a pas toujours des policiers ou des bouncers à la porte là, pour protéger là, les éléments. Les gens se mettent à boire, ont des comportements difficiles, rentrent dans le bar, se mettent à danser, tout ça. Il y a aussi un rôle de la population. Je veux pas, et dans les faits, ce qui est clair aussi, on ne veut pas punir tout le monde, là, mais je vous le dis tout de suite, là, si les bars deviennent un milieu de transmission et qu'on a des épidémies, c'est clair qu'on va se mettre à les arrêter. Donc, on demande à la population de faire attention. On ne veut pas vivre ce qu'a vécu les États-Unis. On ne veut pas avoir des nids de transmission qui sont compliqués. Bon. L'autre élément, il y a des gens qui font des parties à la maison. Dans l'histoire de la Montérégie, il y a eu un groupe de jeunes qui se connaissent, qui ont fait 2 parties à la maison, puis qu'après ça, ils sont allés au bar une autre journée. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des... Puis, honnêtement, je suis convaincu que la situation qui a été vécue à Montérégie n'est pas la seule. Il doit y en avoir ailleurs au Québec. Fait que là, je pense que le message général, c'est faites attention à ça. Il y a déjà plusieurs cas positifs. Donc, quand on vous disait que le virus circule, c'est que le virus circule. Et si on commence, avec tout ce qui s'en vient, même les week-ends, à avoir 30, 40, 50, 60 cas, puis qu'on n'est pas capable de contrôler pour faire l'enquête. Ici, on a été chanceux, on a recapé le groupe, on va être capable de les enquêter, de les isoler pour faire le traitement. C'est ça qu'on veut faire dans la deuxième phase. Mais moi, j'appelle tout le monde à le faire. Puis je ne veux pas dire que c'est plus les jeunes, que c'est normal quand on est jeune, on fait plus de parties que quand on a 85 ans. Comme tel, mais il y a eu des gens qui ont joué aux poches à la Saint-Jean entre eux, puis qui sont contaminés, puis il y a eu des éclosions aussi. Donc, j'aimerais ça vous dire, je ne veux pas discriminer un groupe par rapport à un autre. Les jeunes ont bien répondu au confinement. Les Québécois ont très bien répondu au confinement. Là, j'aimerais qu'ils répondent bien au déconfinement conditionnel, qui veut dire port du masque, lavage de mains, puis distanciation de 2 mètres. C'est pas compliqué. Distanciation de 2 mètres. Et si on ne fait pas ça, ben c'est tout le monde qui va payer pour. Et ça, inquiétez-vous pas que si ça devient un nid à éclosion, ma recommandation de fermer quoi que ce soit, on va le fermer. Ça, c'est clair. Mais je me fie sur que, puis qu'on puisse en profiter, à ce que les Québécois comprennent ces consignes-là. Et je demande aux citoyens et citoyennes et aux entrepreneurs, et les entreprises qui font un travail, d'essayer de respecter ça. Sinon, tout le monde va payer pour. Parfait. Rapidement, une dernière. Oui, petite sous-question. Il semble que le quart, 25 des travailleurs pouvaient revenir dans les bureaux, que ça devait passer à 40 cet été. Il n'y a pas eu d'annonce. Donc, est-ce que les travailleurs de bureaux peuvent rentrer au travail? Actuellement, la chose qu'on recommande, c'est le télétravail. Là. S'il y a des annonces, il faut suivre les choses qui vont venir au cours des prochains jours et semaines. Il y a effectivement des plans pour un retour progressif, pour repartir une certaine, je dirais, section de l'économie, encourager fortement le télétravail, mais effectivement, c'est des choses qui sont regardées actuellement et qui seront annoncées en moment opportun. Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Bonjour, Dr. Arruda. M. Dubé. M. Dubé, j'aimerais que vous nous clarifiez les points suivants. Quand vous parlez de sanctions, on parle d'amende aux propriétaires de bars, d'amende aux clients. Est-ce qu'on parle d'amende lourde? Quand on parle de retirer le permis, on parle de retrait temporaire. Est-ce qu'on parle de fermeture à la pièce ou sectorielle? Parce que tous ces éléments-là, là, je vous assure que tous les tenanciers de bars sont accrochés à la réponse à cette question-là. Et c'est ce qu'on clarifiera jeudi. Je vais être très clair aussi que j'ai demandé, je l'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai demandé au ministère, à ma sous-ministre, de regarder avec les différents responsables, je les ai nommés, là, la régie des
des courses, la Régie des alcools, avec la CNESST, avec la sécurité publique, de regarder est-ce que c'est une mesure, plusieurs mesures, qu'est-ce qu'on peut faire avec les heures d'ouverture. Je veux avoir une discussion cette semaine avec l'Association des propriétaires de bars. Je veux les entendre parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a très peu de délinquants, mais malheureusement, c'est ces cas-là qu'on a entendus. Alors donc, on va être en mesure de vous revenir, mais on veut que ça soit clarifié dans les prochains jours. Je vais juste vous poser une autre question. Là. Avec l'arrivée des gens de la Croix-Rouge, qui est progressive, mais le retrait des forces armées qui est à toute fin pratique complet, là, sauf quelques exceptions là, dont on est au courant, ça crée un vide, là, un vacuum entre le moment où les 900 de la Croix-Rouge, c'est prévu, corrigez-moi si je me trompe, c'est le 29 juillet, c'est point je ne m'abuse, il y a une espèce de trou là, où est-ce qu'on revient à la normalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il manque de monde actuellement dans le réseau, dans les CHSLD. Comment est-ce que vous êtes en mesure de gérer ce manque-là qui va durer au moins jusqu'à la fin du mois? Bon. C'est un très bon point, mais je vous dirais, il y a deux éléments. Il faut voir aussi qu'au cours des dernières semaines, on est quand même parti de environ 14 000 personnes qui manquaient dans le système. On a eu plusieurs retours. Vous le savez, vous l'a mentionné, je pense qu'on est rendu à un petit peu plus que 4 000 personnes, alors que dans le pic, on a été à 12 000, 10 000 personnes qui manquaient. Donc, il manque il y a beaucoup de retours de nos employés. Alors, c'est une combinaison où on pense qu'avec plus de gens de la Croix-Rouge, il faut penser aussi que d'ici quelques semaines, les premières personnes qui sont formées, les PAB qui sont en entraînement, vont venir suivre des cours où il va y avoir l'aspect pratique, donc ils vont être sur le terrain. Moi, ce que j'entends, puis c'est un suivi qu'on fait, c'est qu'on n'aura pas de découverture au niveau de nos employés avec la combinaison des gens de la Croix-Rouge et du personnel qui est en entraînement dans nos PAB. Alors, c'est 4 000 qui en ce moment, c'est à peu près 4 000 personnes, mais au pic, rappelez-vous des points de presse qu'on avait au mois de mai, là, on parlait de 12 13 000 personnes qui manquaient. Donc, il y a eu quand même un retour, autant des personnes qui sont maintenant soit guéries ou qui étaient à risque, qui ne le sont plus. Alors, je pense qu'on a eu quand même un très bon retour de notre personnel qu'on apprécie d'ailleurs. On va y aller avec Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Juste pour faire suite à la question de Pierre, justement, sur les primes que vous avez offertes aux gens qui vont encadrer les gens qui sont en formation sur le terrain, donc qui en ont déjà plein les bottes, comme on dit, sur le terrain, ça a été reçu so-so. Est-ce que vous prévoyez revoir quelque chose ou cette prime-là de 5 $ l'heure que vous aviez offert? Bien, écoutez, c'est une prime qui nous a été demandée pour tenir compte de l'importance d'avoir une formation pour les jeunes, mais d'avoir une formation qui est sur place. Je pense qu'après l'avoir discuté, et là, c'est mon ancien rôle au Trésor qui ont trouvé avec les gens de négociation le compromis correct. Mais c'est sûr que toutes ces primes-là, je le répète, sont temporaires. Puis ce qu'on aimerait mieux, c'est avoir une entente globale. Alors, donc, de mon ancien discours, je vous dirais que de façon temporaire, on a trouvé une solution. Mais je pense que, et on le fait là parce que j'ai eu une discussion en fin de semaine, je veux dire vendredi dernier, avec Mme Lebel, puis tout le monde met les efforts pour faire avancer les négociations le plus rapidement possible. D'accord. Ma vraie question, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les délinquants de la fin de semaine? Vous parlez au futur, on va avoir un plan, les délinquants seront sanctionnés, mais ceux qui, en fin de semaine, n'ont pas répondu, entre guillemets, à la commande, est-ce qu'ils seront sanctionnés, eux? Bien, je vais laisser le docteur Arruda vous dire un peu l'enquête qui est en train d'être faite, parce que je pense que c'est important d'avoir les faits avant d'aller plus loin. Je vais laisser Effectivement, il faut comprendre que dans plusieurs situations, les équipes de santé publique, quand ils ont été au fait de l'enquête, sont entrés en contact avec les propriétaires de bars. Ça a été vrai aussi dans la région de Saint-Jérôme, comme ça a été vrai, etc., pour observer ce qu'il en était. Vous savez, il y a des pouvoirs. La SNES, si jamais on se rend compte que les gens n'ont pas appliqué
ou n'ont pas mis les choses en place peut agir avec des amendes, etc. Dans certaines situations, on se rend compte que le propriétaire a mis en place les différents éléments, mais que ça a été une question de gestion de clientèle à un moment donné qui a fait que les choses n'ont pas été respectées. Fait que là, je vais vous dire, il y a une analyse qui va être faite, puis selon l'analyse qui va être faite, les gens décideront s'il y a faute comme telle, mais encore une fois, c'est pour ça que j'invite aussi, quelque part, vous savez, quand vous rouvrez une entreprise comme ça, pour une certaine économie, pour être capable de survivre aussi quelque part, on met des efforts. Et je pense qu'il y a des situations où il y a eu des efforts qui ont été faits, mais malheureusement, la clientèle ne s'est pas comportée comme on serait attendu. C'est sûr que les gens n'ont pas nécessairement engagé ce qu'on appelle des gardes du corps à l'entrée ou des policiers. Les policiers ne sont pas non plus nécessairement intervenus, là, mais on va évaluer fortement la situation. Comme dit le ministre de la Santé, là, les acteurs qui sont responsables des guides vont voir c'est quoi les différentes stratégies. Il n'y a personne qui a envie de dire on va fermer les bars parce que c'est des méchants, etc. On ne veut pas pénaliser justement tout un secteur d'activité parce que certains sont en termes de délinquance, mais on ne peut pas tolérer ça en termes de risque d'épidémie. Vous comprendrez que tous les Québécois qui ont fait des efforts antérieurement ou qui font encore des efforts, quand ils regardent ça, ils se disent, mais ça va-tu annuler tous les efforts que moi j'ai faits? La réponse, c'est on va s'organiser pour pas. On a fait confiance aux gens et je m'adresse plus à la population qu'aux acteurs, mais aux acteurs aussi. Puis autant la population, ne faites pas des parties à la maison. Là. On a des histoires comme telles. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut dire actuellement. On va regarder la situation de très, très près. Chaque fois, il y a une enquête. Chaque fois, il y a des interventions. Il y a même des équipes de santé publique qui vont avec les inspecteurs pour supporter puis aider à voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent organiser mieux. Puis, comme disait notre ministre, la police va être un peu plus présente dans ces lieux-là au cours des prochains jours. Si les gens ne comprennent pas, la police pourra agir. On va y aller avec Dominique Scali du Journal de Montréal. Bonjour. Une petite question rapide avant ma vraie question. Tout ce que vous êtes en train de préparer, là, est-ce que ça concerne seulement les bars ou vous pourriez aussi fermer les piscines et les plages? Je vous dirais c'est pour ça que j'ai été assez inclusif tout à l'heure parce que on n'a pas eu de cas ce week-end où il y a eu d'autres enjeux. Mais c'est évident que, puis on le comprend là, avec les belles journées qu'on a en ce moment, c'est pas toujours facile de respecter ces règles-là. Alors, c'est pour ça que je demande aux gens, aux propriétaires de ces différents événements-là, de mettre en place les correctifs qu'il faut. Parce que c'est pas toujours une question de mauvaise volonté, mais quand les gens sont debout, puis etc., c'est pas facile. Alors, donc, on est inclusif dans notre commentaire et c'est pour ça qu'on va s'assurer que les gens comprennent bien. Parce que je vous dirais que la pire sanction, c'est les jeunes qui ont été contaminés en fin de semaine. Ça, c'est la pire sanction. C'est des gens maintenant qui sont soit à l'hôpital ou qui sont en examen, puis ça va changer leur vie. Alors, je pense que ces gens-là doivent y penser aussi. C'est pour ça qu'on appelle à la responsabilité de la population. Donc, vous pourriez fermer des piscines et des plages aussi? Écoutez, malheureusement, si les gens ne respectent pas les règles, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Maintenant, ma vraie question, justement, pour faire du pouce sur ce que vous disiez, là, les tenanciers qui essaient, qui ont mis des mesures, mais que c'est la clientèle qui ne répond pas. On a recueilli justement plusieurs témoignages de tenanciers en fin de semaine qui disent on veut bien, on essaie, mais on a besoin d'aide parce que la pression de la clientèle est tellement forte. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites justement pour aider les tenanciers à garder les troupes dans le bon chemin? Par exemple, on me nommait là, des affiches du gouvernement qui pourraient être placées dans les bars ou encore des patrouilles de sensibilisation. J'ai parlé tout à l'heure d'une présence policière plus forte. Là. Je pense que c'est un élément qui est important. Mais encore une fois, on a besoin, puis je l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin de préciser certaines règles. Et si ces règles-là sont précisées, ça sera plus facile pour les policiers de faire leur travail. Et si vous me permettez, M. le ministre, aussi, les équipes de santé publique qui s'occupent de santé au travail, qui sont habituées à conseiller les entreprises sur les différentes modalités, vont aussi regarder la situation pour voir s'il n'y aura pas des éléments supplémentaires qui pourraient être faits en termes d'aide comme tel. Mais comme je vous le dis, je suis d'accord, il faut faire ça, il faut le faire,
mais il faut aussi que les citoyens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et aussi, on dit souvent que c'est après minuit, là, ceux qui viennent, il y a toutes sortes de consommateurs d'alcool. Il y a ceux qui vont consommer un verre ou deux, etc. Mais il y en a aussi qui vont consommer d'un endroit à l'autre. Ils peuvent arriver même après minuit dans un autre bar après avoir été consommés ailleurs. Et ça, si jamais c'est une pratique qui est trop courante, ben il y a une façon de faire, c'est de fermer à certaines heures. Je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qui va se passer, mais on va regarder la genèse des choses, puis essayer d'arriver avec des solutions, parce que il faut aider, faut que tout le monde s'aide mutuellement là-dedans. Prochaine question, François Carabin du journal Métro. Oui, bonjour, messieurs. On est à une semaine là, exactement du port obligatoire du masque dans le transport en commun. Étant donné les événements de cette fin de semaine, est-ce que vous êtes quand même confiant qu'on va respecter les règles? Puis est-ce qu'il y a moyen peut-être de modifier le règlement ou de changer certaines dispositions pour s'assurer que le 13, on porte le masque dans le transport en commun? Moi, je me fie beaucoup à l'équipe du Dr Arruda. Ce qu'on avait dit, rappelez-vous, c'est qu'on pouvait accélérer la mesure si on voyait sur le terrain que cette mesure-là n'était pas considérée sérieusement. Ça fait que je pense que les prochains jours vont nous donner une très bonne perspective de ce qu'on doit faire et au besoin d'accélérer. Sinon, rapidement, on se ramasse un autre avertissement de chaleur à Montréal. Je pense que ça fait 3 ou 4 cet été au Québec. Je voulais savoir où on en était dans l'installation des climatiseurs dans les CHSLD qui ont été, on le sait, très touchés dans les dernières années par la chaleur. J'ai pas le détail de ça. Je sais que ça a été poussé comme, je sais pas si Dr. Mais j'ai pas le détail précis. Là, je suis pas capable de vous dire qu'on est à 87 %. On pourra obtenir l'information puis vous la transmettre. Par contre, je peux juste vous dire que moi, j'ai déjà reçu dans mes courriels l'état de vigilance là, et ce qu'on appelle le plan d'action qu'on met en place, notamment dans les CHSLD publics et privés, va être déclenché. Comme tel. C'est clair qu'il y a une plus grande proportion de centres qui sont climatisés actuellement ou qui sont organisés, mais le chiffre exact, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais on va pouvoir faire les vérifications et vous le transmettre. Ce que je pourrais faire là, tout de suite après le point de presse, je vais m'informer puis je pourrais le rendre public pour donner plus d'informations. Merci. Okay. Prochaine question, la presse. Oui, Ariane Lacourcière, la presse. Docteur Arruda, petite question. Il y a une autre menace là, qui se pointe à l'automne avec la grippe qui va arriver et qui pourrait arriver en même temps que la COVID. Comment on se prépare? Est-ce qu'on a l'intention d'acheter plus de doses de vaccins? Est-ce qu'on pense à une vaccination universelle plutôt que de vacciner seulement que des groupes ciblés? Il y a des experts qui le demandent. Oui, c'est une excellente question. Il faut comprendre que la vaccination contre la grippe, on décide de la quantité de doses très tôt dans l'année. C'est en janvier même, avant même que le COVID-19 soit apparu. Mais on avait déjà demandé une augmentation de la quantité de doses. On a augmenté notre pourcentage au maximum. Il faut comprendre aussi que c'est un produit biologique. Ça arrive des fois que certains lots ne sont pas retenus parce qu'il y a un problème de contamination. C'est un contrat canadien. On est avec le Canada pour ceci. Le programme, nos experts de l'Institut national de santé publique ne recommandent pas un programme universel. Par contre, vont recommander qu'on vaccine les personnes les plus à risque de se retrouver à l'hôpital, etc. Vous savez que le vaccin n'a pas toujours une efficacité très élevée. Il peut varier jusqu'à 60 %, 65 %. Il y a eu des années que c'était 35 %, puis il y a eu des années que c'était même égal à 0 parce que la souche qui était dans le vaccin n'était pas contenue dans celle qui circulait. Donc, c'est très important qu'on garde nos énergies pour le mettre là. C'est-à-dire qu'on va changer, les pharmaciens vont pouvoir vacciner cette année. On va essayer de couvrir des gens qui, malheureusement, ne viennent pas se faire vacciner. Soit il y a des gens en santé qui viennent se faire vacciner. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas là que le potentiel le plus grand est. C'est des gens qui ont des maladies chroniques, des diabétiques, même des personnes jeunes qui ont des maladies chroniques qui ne se faisaient pas vacciner pour toutes sortes de raisons. On change la stratégie cette année, c'est-à-dire pour essayer d'aller piquer les gens là où ils vont être comme tel. On ne veut pas non plus de faire organiser ce qu'on appelle des grandes campagnes de masse où on va rassembler des gens pour se faire vacciner. Vous savez, on ne veut pas avoir des rassemblements ailleurs, fait qu'on ne veut pas fonctionner comme ça. On va fonctionner beaucoup plus à travers le réseau habituel de soins avec des cliniques spéciales qui pourraient se déplacer même en résidence. C'est clair que les patients des CHSLD, c'est eux pour lesquels on a une meilleure couverture et c'est une population à très haut risque. On va beaucoup surveiller aussi ce qui circule dans l'hémisphère sud pour voir
Et je vous dis que si on maintient la distanciation de 2 mètres, qu'on se lave les mains puis qu'on perce le masque, on va peut-être avoir une saison de grippe qui pourrait être décapitée, ou du moins diminuée, comme on l'a vu, nous, cette année où on avait de la grippe en avril, puis dès qu'on a mis les mesures, ça a chuté. Ça pourrait être intéressant de le voir, mais le vaccin fait partie de la solution aussi. Puis, petite sous-question par rapport à ça. Le Québec est une des rares provinces à ne pas opter pour la vaccination universelle. Pourquoi? Vous dites que les experts ne le recommandent pas ici? À ma connaissance, la seule province qui opte pour c'était l'Ontario. Les autres provinces colombie-britanniques, comme nous, vont par des programmes à haut risque, parce que l'objectif de notre programme n'est pas d'empêcher la grippe dans la population en général. On n'est jamais capable de le faire. C'est de cibler nos doses pour les personnes qui ont des risques de complications. C'est sûr que c'est pas drôle de faire une grippe, même quand on est un jeune adulte, mais la probabilité d'être hospitalisé, de faire une pneumonie, de d'avoir une complication n'est pas la même. Donc, c'est le choix du Québec, c'est le choix de nos experts, de l'Institut national, compte tenu aussi, je vous dirais, de la quantité de doses qui est disponible sur le marché international, mais aussi de l'efficacité du vaccin qui peut être des fois de 35 %. Et à ce moment-là, on veut vraiment concentrer nos efforts sur les personnes les plus à risque. On va passer aux questions en anglais. Questions in English. On va passer avec Montréal Gazette. Monsieur Dubé, vous avez dit aujourd'hui que vous n'hésiteriez pas à fermer les bars. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'un bar soit fermé par les autorités? Réponse. Comme je l'ai dit, nous voulons d'abord nous assurer que les directives et les restrictions soient implantées. Un des enjeux auxquels font face les bars, c'est qu'il est très difficile pour les gens qui attendent de respecter la distanciation de 2 mètres, tout spécialement si vous vous trouvez aux alentours du bar. Alors, une des mesures, comme je l'ai expliqué, serait de considérer les limitations avec un nombre maximal de personnes dans un permis. Par exemple, si vous avez un permis pour 250 personnes dans votre établissement, on pourrait demander de réduire ce nombre avec donc moins de personnes qui sont autorisées à entrer dans l'établissement. Et si ce nombre n'est pas respecté, ensuite, ce serait plus facile pour nous de dire, eh bien, vous ne respectez pas la loi. Et dans l'état actuel des choses, c'est plutôt difficile. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos gens, au sein de différentes organisations, de nous formuler des recommandations très rapidement. Et j'ai demandé à ce que ce soit réglé d'ici jeudi. Question. Monsieur Arruda, vous avez parlé de la capacité de tracer les contacts. En ce moment, on est capable de tracer tous les contacts d'une personne infectée, mais jusqu'à quel point le système peut absorber un nombre élevé de contacts à retracer? Réponse. Là, on parle de 60 personnes, retracer les contacts. Nous avons un plan de mobilisation des ressources afin de rattraper le retard. Et ma préoccupation n'est pas en ce moment liée au traçage des contacts. Ça demeure un enjeu de ressources humaines afin de retrouver les gens. Comme vous savez, on a enquêté sur plusieurs cas au cours du printemps. Le problème, c'est que s'il y a des petites éclosions un peu partout au Québec, cela fait en sorte que la courbe qui allait vers le bas pourrait retourner vers le haut, et ce serait une mauvaise chose. Et il faudrait y avoir une analyse précisément pour savoir comment ces éclosions ont été déclenchées. Est-ce qu'on parle de lieux de travail? Cela aura besoin d'être analysé d'un point de vue épidémiologique. Mais c'est clair. S'il y a des endroits où il y a des éclosions qu'on ne peut pas contrôler et qu'il y a de la transmission, nous devrons intervenir. Cela pourrait se faire à l'échelle régionale, ça pourrait être une intervention spécifique ou encore une fermeture complète d'un secteur. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et voilà pourquoi nous demandons aux gens de respecter les directives. Prochaine question.
Bon après-midi. Ma première question est pour le ministre Dubé. J'ai une question concernant l'hôpital général du Lakeshore. Il y a des infirmières à l'urgence qui ont été forcées de travailler en temps supplémentaire parce qu'il manque de personnel. Plusieurs sont au bout de la corde. Il y a eu des retards qui mettent en péril la sécurité, la santé des patients. Quelles sont vos solutions pour aider les infirmières au Lakeshore? Réponse. Je suis très préoccupé par cela, bien entendu. Ce que nous regardons en ce moment, et c'est la raison pourquoi j'ai parlé avec Mme Lebel vendredi, c'est pour nous assurer d'accélérer, si nous le pouvons, les négociations avec la FIC, pour nous assurer de trouver des solutions et pas seulement des mesures temporaires. Je pense que nous avons démontré avec les préposés aux bénéficiaires que nous sommes en mesure de trouver des solutions. Et je pense qu'on peut trouver des solutions aussi avec les infirmières. Je vous assure que nous sommes en train de regarder cet enjeu en ce moment même. Question. Prochaine question pour M. Arruda. J'aimerais aborder la question du party, de la fête. Lorsque vous voyez des fêtes organisées dans des lieux privés, comment s'assurer que cela ne se reproduise pas? Réponse. J'ai toujours dit que nous déconfinions progressivement et qu'on voulait suivre ce qui se passait parallèlement. Je demande aux Québécois de porter le masque, de garder une distance de 2 mètres entre les uns les autres et de laver leurs mains et de ne pas organiser ce genre de fête. Il y a un risque réel. La situation en Montérégie nous démontre que le virus est bien là. Les gens ont l'impression qu'on est en bonne santé, tenons une fête, 20, 40 personnes, c'est un problème parce que ce qu'on voit en ce moment, ce sont des jeunes, une forte proportion des jeunes de cette fête ont été infectés et cela peut se produire n'importe où. Vous savez, ces fêtes, lorsqu'elles sont organisées, ça devient difficile de retracer les contacts par la suite. Alors voilà pourquoi je demande aux gens, s'il vous plaît, si vous voulez que l'on s'éloigne de cette première vague et qu'on se prépare à la seconde vague, garder la distanciation de 2 mètres, c'est un déconfinement conditionnel. Et ces conditions ne sont pas là simplement pour rendre les gens malheureux. Ces conditions sont là parce que si on ne les respecte pas, il y aura des éclosions et ces éclosions seront terribles. Et cela veut dire que même si la courbe est en train de baisser, elle remontera avant même une seconde vague, avant même que l'influenza arrive. S'il vous plaît, prenons le temps ensemble cet été, mais prenons du temps ensemble cet été, mais ne stoppez pas la distanciation sociale, car nous devrons revenir en arrière. Et je pense qu'il n'y a personne qui souhaite revenir en arrière dans une opération de reconfinement. Vous aviez 2 questions. On avait seulement le temps pour ces... Allez-y rapidement. Question. Est-ce que vous allez implanter des mesures disciplinaires, des restrictions? Réponse. Oui. J'ai toujours dit aux gens que je voulais les convaincre avant d'arriver avec des contraintes, mais si le besoin s'en fait ressentir, comme j'ai déjà recommandé de stopper toute l'économie du Québec, je pourrais très certainement mettre à l'arrêt différents secteurs si les gens ne respectent pas les directives. Et je pourrais même dire aux Québécois de retourner à la maison si cela est nécessaire, si c'est une question de vie ou de mort. Et votre façon de vous comporter peut avoir un impact sur les autres. Question. Bonjour. Étant donné les comportements que nous voyons dans certains bars, est-ce que vous regrettez toutes les décisions que vous avez prises concernant le déconfinement? Réponse. Je ne le regrette pas pour le moment, parce que je pense que la plupart des restaurants ont respecté les directives.
Et j'ai toujours dit, si jamais on fait quelque chose et on voit qu'il y a un problème, on peut revenir en arrière. Je ne pense pas que c'était une mauvaise décision parce que je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui portent le masque, même si je le recommande depuis longtemps. Pourquoi les gens ne respectent pas cela? Je comprends le sentiment que les gens ressentent en cette période estivale. Mais je vous le dis, si les gens ne font pas ce qui doit être fait, parce que ce n'est pas seulement la question de votre santé, votre vie, c'est la question de la santé des autres, je serai un mauvais garçon. Je serai un mauvais garçon. Très mauvais garçon. Mais je ne veux pas être un mauvais garçon. Je veux que les gens comprennent que, et je pense que la plupart des gens comprennent, le problème, c'est qu'on se concentre sur les gens qui ne respectent pas les directives. Et nous, on va s'assurer que ces gens-là les respectent. J'ai également une question pour mes collègues du National. Il y a un appel à l'OMS de réviser ses recommandations. Réponse. Il y a toujours un débat sur les gouttelettes et les aérosols. Les gens qui travaillent dans les laboratoires disent qu'il y a des aérosols en suspension dans l'air. D'autres parlent de gouttelettes, mais la plupart des cas liés à la transmission, on peut parler de 95%, va être effectué avec des gouttelettes. Parce que c'est ce que l'épidémiologie nous démontre. Cela ne veut pas dire que dans certaines situations, il n'y a pas d'aérosol. Nous recommandons le port du N95 dans certaines procédures pour les médecins. Je vous dirais que c'est un débat continuel. Je vous dirais que la plupart de la transmission, sinon 95%, je ne connais pas le nombre exact, se fait par les gouttelettes. Porter un N95, écoutez, si vous trouvez difficile de porter un couvre-visage ou un masque pendant une journée, imaginez porter un N95. Vous n'allez pas bien le porter, vous ne serez pas bien protégé. La plupart des autorités de la santé publique et les gens qui travaillent au sein de la spécialité des infections nosocomiales bien s'entendent pour dire que la transmission se fait par les gouttelettes et non par les aérosols. Question. Cette question est soit pour le Dr Arruda ou pour M. Dubé. Mis à part les bars et les restaurants, nous avons également constaté qu'il y a eu des manifestations dans le secteur de Mont-Royal. Les gens se rassemblent, ne respectent pas la distanciation et les gens qui ont filmé la vidéo nous indiquent que la police n'est pas intervenue pour obliger la distanciation. On essaie de savoir pourquoi la police n'est pas intervenue. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus pour vous assurer que les gens respectent les directives? Parce qu'à chaque point de presse, vous nous dites toujours qu'il ne faut pas baisser la garde, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et jusqu'où pouvez-vous aller en tant que ministre, en tant que directeur de la santé publique pour faire respecter les directives? Réponse. Nous allons faire de notre mieux. Nous allons probablement travailler, et c'est ce que le ministre vient de dire, avec la police, la CNESST, quels sont nos leviers pour intervenir? Je ne sais pas si vous avez des idées, là, mais si quelqu'un a une bonne idée, partagez-la moi. Je pense qu'en ce moment, qu'en ce moment, la majorité des personnes respectent les directives, mais il y a une minorité et on devra être plus dur. Je n'aime pas être dur. Je préfère que les gens comprennent la situation, parce que la façon dont les gens se comportent a un impact sur les autres. Et on doit travailler sur une façon, probablement que ce sera à travers, je vous dirais, des interventions policières qui pourraient éventuellement donner des amendes et forcer les gens à respecter la distanciation. Question. Et M. Dubé, quel message envoyez-vous aux propriétaires tenanciers de bars, ceux qui ne respectent pas les règlements? Vous aurez des discussions avec leurs représentants. Vous dites on ne veut pas pénaliser les gens qui respectent la loi. Quel est le message que vous envoyez? Réponse. Le message est très clair. Comme je l'ai mentionné, nous devrons nous assurer
qu'on soit en mesure de fermer ces établissements si on doit les fermer. Je vais être très clair. C'est ce que nous allons faire au cours des prochains jours, nous assurer d'avoir des lois, des mesures qui sont applicables avant de fermer les établissements délinquants. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, par exemple, si un bar a la possibilité d'accueillir 250 personnes à l'intérieur, on va voir si on ne peut pas réduire ce chiffre. Et si l'établissement ne respecte pas le règlement, est-ce qu'on peut révoquer le permis? C'est une discussion qui est en cours en ce moment à l'interne. Et le message aux tenanciers de bar, il est très clair. S'ils ne respectent pas les règlements, il y aura des mesures appropriées. Cela va de la réduction de la capacité d'accueil, réduction des heures d'opération ou encore la fermeture des opérations. Question, il y a également les fêtes à l'intérieur des résidences qui se transportent dans les bars. Réponse, on est en train de voir exactement ce qui s'est passé au cours des derniers jours. On travaille en ce moment sur l'enjeu des bars et je pense que les gens aussi ont appris des leçons de ce qui s'est passé ce week-end. On pense à ces jeunes adultes qui sont désormais infectés. Ces gens-là pensaient sûrement que la crise, comme bien des gens le pensent, était derrière nous. Et là, ils ont contracté le virus. Je pense qu'il y a un message très clair. Nous devons agir. Je souhaite demander à la population de collaborer. Et j'aimerais, le plus possible, que le week-end prochain, on ne verra pas ce qu'on a vu ce week-end, que ce soit sur les plages et dans d'autres endroits. J'aimerais que ceux qui souhaitent se protéger s'expriment en portant un masque. Parce que porter un masque, c'est aussi une façon de dire il y a un virus, je vous protège, alors protégez-moi. Alors, ce serait bien, selon moi, si on voyait une augmentation importante de personnes qui portent le masque avant le week-end. Cela me rendrait heureux de combattre le virus de cette façon. Je trouverais terrible qu'au cours des 2 prochaines semaines, on revienne en arrière avec plusieurs cas, avec des gens qui meurent de la COVID. Lorsqu'on va tous partir en vacances, ce serait terrible. Terrible pour moi, parce que nous avons traversé une crise terrible dans les CHSLD, mais dans la communauté, nous avons fait du bon travail. Mais si, parce que nous oublions maintenant, nous devons revenir dans une situation encore pire que ce que nous avons déjà vécu, eh bien, nos efforts seront en vain. Alors, je vous demande de porter le masque, de garder la distanciation. C'est comme ça, it's this way we're going to be able to have good que nous serons en mesure de passer de belles vacances. Parce que sinon, imaginez si nous devons arrêter, fermer des régions parce qu'il y a de la transmission entre les régions. Les jours qui s'en viennent seront terribles. Et je suis sérieux, très sérieux. S'il vous plaît, achetez un masque, fabriquez un masque, portez-le comme un symbole. Les Québécois veulent respecter la distanciation. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, voilà, 13h52.